Salut à tous, Kai Pellier, à mes amis Pelé. Nous chez vous, c'est vous et nous. La Tunisie brise les tabous de l'homosexualité à travers la première pièce de théâtre queer, Flagrant délit, présentée par une jeune metteuse en scène tunisienne, Essia Djaibi. Un artiste pas comme les autres sera notre invité dans cette émission. Son travail a été exposé à l'International Print Center à New York, à la Saatchi Gallery. Il a été chargé de créer des œuvres pour de nombreuses installations publiques. Il vit à Falls Church, non loin de chez nous ici, en Virginie. Vous ne voulez pas rater ça. Bien entendu, Anna Touré ne manquera pas de partager ses dernières trouvailles culinaires avec nous dans sa rubrique Arôme. Ouh, ça me donne déjà faim. Ah ouais, ça donne faim en tout cas, ça donne faim. Dans notre question hashtag vous et nous parlerons de la restitution d'objets d'art africains par les anciennes puissances coloniales et comment les conserver. Michel Joseph revient avec une nouvelle leçon dans son segment Anglais Express. Mais d'abord, je vous amène en RDC, plus précisément à Kinshasa, pour parler Rumba Art. Voilà, dans le cadre de l'aménagement des parcs publics, s'étendant de la 3e à la 7e rue sur le boulevard Lumumba, dans la commune de Limete, dans la ville de Kinshasa, des artistes peintres ont uni leur talent pour apporter une touche artistique au projet Kinbopeto qui vise à revêtir la capitale de la République démocratique du Congo de sa plus belle robe, on doit le dire ainsi. Et plusieurs fresques sont en train d'être dessinées sur les murs de cette commune, notamment celle en hommage à la rumba congolaise, patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis décembre 2021, dénommée de Nkumba à Rumba. Maître Diki Songele, enseignant à l'Académie de Beaux-Arts qui pilote ce collectif RD Congo, Terre d'artistes, revient sur sa gigantesque fresque de 3,5 sur 10 mètres avec Onassis Mutombo. Suivant. Nous mettons les artistes dans les projets par la demande des capitales, ouest des capitales, pour que nous y amenons une touche artistique qui aboutirait sur un fait touristique. Visiter un tel site, prendre part dans un tel aménagement, c'est en même temps aussi faire du tourisme. Ça reste quand même un impact d'un parc qui a sa particularité. Il va atteindre avec le temps sa notoriété. Mais évidemment, je ne suis pas seul, je travaille avec Edouard Babanzanga, un de mes collègues, un membre de RD Congo Terre d'artistes. Il y a M. Mamengi qui est aussi un professeur à l'Académie des Beaux-Arts. Nous avons des jeunes comme Murphy Kassangwa, Sama, et moi-même aussi qui ai enseigné à l'Académie des Beaux-Arts. La rumba, que ce soit la musique ou la danse, la musique a un rôle dynamogénique dans tout ce que l'on fait. Soit on travaille, on écoute un morceau de musique, soit quand je peins dans mon atelier, j'écoute un morceau de la rumba. Mais la rumba avait une origine, avait un début. Et j'ai essayé dans cette œuvre, cette peinture que j'ai intitulée de Kumba à la rumba, pour montrer ses parcours, ce qu'il a été jusqu'à aujourd'hui. Donc cette œuvre, c'est quand même ça pour faire la promotion, festoyer, faire valoir encore la rumba. Vous savez, bientôt c'est les fêtes d'indépendance. Donc la rumba, qui est en même temps un patrimoine immatériel de l'humanité, chacun de nous peut les bénéficier ou les faire bénéficier à sa manière au public. Voilà, cette fresque de 3,50 m sur 2,50 m sur acrylique, dans ce projet de Kinbopeto, de la ville de Kinshasa, avec l'appui des capitales, ouest capitales, sur les places publiques, sur le boulevard Lumumba, un boulevard aussi qui a une connotation symbolique, les regards des artistes plasticiens sur la rumba, avec la rumba pour la rumba. Donc c'est une peinture qui se construit en même temps la façon dont les artistes, ou chacun de nous, fait contribuer à la promotion de la rumba. Eh bien, tu sais quoi, Roger? Dès que je retourne au Congo, ce sera l'un des premiers endroits que j'irai visiter. Quel bel hommage à ces artistes et quelle belle manière de conserver son patrimoine. Ah oui, ça c'est sûr. Mais écoute, moi je te demande seulement de m'amener avec toi si possible, parce que je veux pas que tu ailles seul. Ton pied, mon pied. Ah, c'est comme ça qu'on dit. Ton pied, mon pied. Mais ils ont beaucoup de talent, Oui. On voit qu'ils ont beaucoup de talent, n'est-ce pas? Oui, le Congo regorge de talent, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Ouais.
Autre thème, l'homosexualité, on le sait, c'est un sujet tabou dans certaines sociétés. Eh bien, en Tunisie, Essia Jaibi a décidé de le confronter. Cette metteuse en scène de 35 ans a présenté une pièce de théâtre queer nommée Flagranti ou Flagrant délit, brisant un tabou dans un pays conservateur où l'homosexualité reste illégale et sévèrement réprimée. Je vous laisse découvrir. Flagranti ou Flagrant délit a pour but de sensibiliser, changer les mentalités discriminatoires, promouvoir l'art queer et abolir une loi rétrograde, explique la metteuse en scène Essia Jaibi, 32 ans. Avec quelques notes d'humour noir, les acteurs interprètent des personnages à la liberté complètement bafouée, victimes de violences au sein de leur famille, dans la rue et dans leur travail. On va parler d'une réalité en fait. On va pas réellement révéler quelque chose, mais on va parler d'une réalité qu'aujourd'hui en Tunisie, on préfère encore faire semblant de ne pas voir, ou faire semblant de cacher, ou qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est tabou. C'est des différentes couches qui se superposent et qui créent pour beaucoup de gens aujourd'hui une sorte de double vie, si ce n'est une triple vie, et qu'on tente par ce spectacle de révéler au grand public, ou en tout cas ça a pris du temps pour faire des recherches, pour se documenter, pour réfléchir aussi à quel axe choisir. Et c'est aussi un challenge, parce que justement, comment aujourd'hui s'adresser à la fois à cette communauté, de la visibiliser, de la représenter sur un espace scénique, sur scène, mais en même temps d'aussi montrer ces problématiques au grand public. La pièce coproduite par Marjoudine est une association locale de défense des droits des LGBT et jouée par 6 acteurs âgés de 23 à 71 ans pour montrer que le combat pour les identités de genre et orientations sexuelles minoritaires concerne plusieurs générations. Et je suis très fière que Essia m'a donné cette place, une place dans ce spectacle. Parce que si les artistes ne parlent pas de ça, qui va parler ? Et c'est très important de parler de l'homophobie, des droits de l'LGBT en Tunisie, parce que nous, on veut parler de nous, de notre jeunesse, qui est bafouée, qui... L'article 230 du Code pénal tunisien, en version arabe et française, condamne la sodomie et l'homosexualité d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison pour les personnes prises en flagrant délit, d'où le titre de la pièce. Une photo à connotation homosexuelle découverte par la police sur un téléphone portable peut ainsi engendrer arrestation, humiliation, agression verbale et physique, voire un test anal forcé. Selon Marjoudine, 59 personnes ont été incarcérées entre 2020 et octobre 2021 sur la base de l'article 230. À long terme, peut-être bien un changement donc des mentalités, je veux dire un changement social, qui pourrait refléter aussi un changement sur le plan légal des lois et des politiques qui, pour l'heure, sont très discriminatoires envers la communauté. La Tunisie s'est engagée en 2017 devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève à ne plus imposer les tests anaux, mais continue à souvent demander à des médecins de les pratiquer pour prouver un délit d'homosexualité. La pièce restera à l'affiche jusqu'au début juin dans une salle privée de Tunis. Sur 45 pays en Afrique subsaharienne, 28 disposent encore de législation interdisant ou réprimant l'homosexualité. Les lois répriment cette orientation sexuelle, exposant la communauté LGBTQI+, à la stigmatisation et aux violences de tout genre. Dans ces textes de loi et surtout le code pénal, cette orientation sexuelle est clairement définie comme une pratique interdite et contre nature. Disons en passant que ce mois de juin est consacré ici aux États-Unis à la promotion des droits de la communauté LGBTQI+. Passons à présent à notre invité du jour qui s'appelle Andy Yoder. Il est diplômé du Cleveland Institute of Art et a fréquenté la Schoenhagen School of Painting and Sculpture dans le Maine. L'installation du studio de l'artiste Yoder a été inspirée par The Great Shoe Spill of 1990, un incident au cours duquel 5 conteneurs ayant 61 820 baskets Nike Air Jordan ont été
été perdue en mer. Introduite dans les mêmes années que le déversement, la basket emblématique est devenue le modèle du showroom de Yoder de 240 répliques de Jordan 5 ou Jordan 5, chacune fabriquée à la main par l'artiste à partir de l'emballage recyclé ou de matériel promotionnel. Alors, il est ici avec moi. Merci beaucoup, Andy Yoder, d'être là avec nous. C'est très gentil. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Ma première question que je vais poser, bien sûr, c'est de savoir quel est votre style de art? Comment vous définissez le style de l'art que vous faites? Je dirais que c'est de l'art conceptuel convivial. Il est donc motivé par les idées derrière l'art. Mais c'est toujours en donnant quelque chose que les gens peuvent reconnaître et retenir dans leur vie de tous les jours. C'est ce que je fais. Des transformations, des objets. Ils sont donc très liés. Je veux que cet art touche un plus grand nombre possible. Quel est le genre de, je disais en titre aussi, les matériels que vous utilisez pour... et est-ce que vous utilisez la peinture? On voit que ce sont des matériels, comme je le disais, des papiers, mais est-ce que vous utilisez aussi la peinture? Les matériaux que j'utilise ou que je trouve parfois inspirent mes idées. Vous savez, des fois, j'ai une idée, puis je trouve le matériel pour donner vie à cette idée. Tout, de la réglisse au tissu, en passant par le caoutchouc, de cristal au plomb, c'est juste que ça change d'un projet à un autre. C'est très très fort. Combien de temps ça vous prend ou ça vous a pris pour faire par exemple ces baskets-là, ces chaussures? Eh bien, ça prend entre 1 à 2 jours de travail. Une fois que ceux-ci deviennent plus élaborés, ils prennent plus de temps. Les premiers, j'en faisais 2 ou 3 par jour, mais maintenant j'en fais moins. Vous savez, quand c'est beaucoup plus élaboré, ça devient aussi plus compliqué. Les couches de papier, de matériaux s'empilent. Wow. Et cette question que je vais poser, Andy, ce n'est pas ma question, c'est ma collègue Ginny qui avait insisté. Roger, tu dois poser cette question à Andy. Elle veut savoir combien coûtent ces paires de baskets. Ils ont commencé à $300. Ils vont jusqu'à $750 maintenant. Mais ils iront encore plus haut bientôt. Voilà donc où nous en sommes maintenant. Andy, pour tous nos amis qui sont en train de nous suivre, comment on peut vous trouver sur les médias sociaux? Andy Yoder Art sur Instagram. Mon email direct, andyyoder57@gmail.com. C'est la meilleure façon de me contacter. Those are the best way. Yeah. Andy, je veux vous dire merci infiniment d'être passé nous voir ici, Je veux Afrique. Vous êtes fabuleux avec ce que vous faites, mais c'est adorable. It's been a pleasure. Thank you. Thank you. Et bien maintenant, la parole est à vous. Avec la question hashtag de cette semaine, nous vous avons demandé que pensez-vous de la restitution des objets d'art africains et également comment vous pensez qu'on devrait les conserver. Junior Chiyoyo de Kindu en RDC. Ils doivent nous retourner nos œuvres en totalité. Pour nous, il n'est pas question de les retourner au musée pour des narrations historiques inutiles, mais aux propriétaires pour leur usage si possible. Kim Kanzar aussi, Douala au Cameroun. Moi, je pense que cela est bénéfique pour les Africains, tout simplement parce que ces objets d'art font partie de l'histoire et des diversités culturelles dont l'Afrique regorge. Pour les conserver, nous devons avant tout connaître la valeur de nos différentes cultures africaines. Archimède Poi de Bujimaï en RDC. La restitution d'objets d'art africains est très bénéfique pour l'Afrique. Ce patrimoine africain a une valeur culturelle et authentique. Chaque objet avait sa signification, son emploi et son utilité. Les actions des puissances coloniales en ravissant ces objets a fait perdre à l'Afrique un peu de sa valeur culturelle dans le monde. Jean-Paul Konaré, Ouagadougou, Burkina Faso. Des centaines d'objets conservés en Allemagne devraient faire leur retour sur le continent aussi. C'est l'occasion de faire le point sur toute une série de questions comme la réticence observée au sein de certains musées en Allemagne, le devenir de ces œuvres une fois de retour sur le continent, sans oublier les politiques culturelles aussi, les amis. Merci pour vos nombreuses réponses. Nous allons maintenant prendre une courte pause et nous reviendrons dans un instant. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société,
culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous et nous, part 2, comme vous le savez, comme je le dis toujours, plusieurs facteurs rendent l'anglais essentiel à la communication à l'heure actuelle, où le monde devient un petit village. Michelle Joseph, ici présente, ne me dira pas le contraire. Michelle, how are you? How are you doing today? Parfait, great, thank you. Awesome. What are we learning today, Miss Michelle Joseph? Wait a minute. Yeah. Attends une seconde. Did you have a good weekend? I had a great weekend and thank you for asking. Roger, for the Memorial Day. Yeah. Il y avait un week-end Memorial Day. Oui, Memorial Day, that's oui, true. en mémoire, nos défunts, nos âmes perdues. Ceux qui sont morts au combat. Surtout les vétérans ici aux États-Unis. Oui. Ils prennent ça vraiment très au sérieux. Exactement, exactement. Oui. Et donc, c'était un peu ça qu'on a... Comme ça, c'était un holiday, voilà. Oui, tout à fait. C'était splendide. Oui. Donc, bienvenue à l'Anglais Express. A fence, c'est une clôture, une barrière qui sépare un côté d'un autre, un périmètre qui démarque clairement un endroit particulier. On peut aussi ériger des murs et des barrières dans notre tête, ou peut-être même, au sens figuré, on sépare les idées ou les opinions. Donc, quel pourrait être le sens de l'expression idiomatique américaine « on the fence » ? Suivons cet échange entre ces deux amis. Jonathan, after weeks and weeks, Sarah and Paul are still fighting. Are you on Sarah's side or Paul's side of the argument? I'm staying on the fence. They are both good friends of mine. That is a good idea. I'm not going to get involved either. On the fence décrit l'état d'esprit d'une personne qui n'arrive pas à prendre une décision, qui n'arrive pas à choisir une position ou exprimer une opinion vis-à-vis de quelque chose. On the fence, ça veut dire être indécis. Quand on dit « to sit on the fence », c'est plus fort. C'est carrément ne pas prendre de décision du tout. Il y a des cas où ce n'est pas trop sérieux, comme on vient de le voir avec Anna, qui n'arrivait pas à choisir entre un gâteau au chocolat ou à la vanille. Mais il y a des décisions plus sérieuses à prendre parfois. To sit on the fence, ne pas prendre de décision. Are you sitting on the fence? Êtes-vous incapable de prendre une décision au sujet de quelque chose? Il y a même un nom pour vous, si vous êtes cette personne. A fence sitter. Quelqu'un qui a l'habitude de ne pas prendre de décision, de ne pas s'engager ou se prononcer sur quelque chose. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci beaucoup, Michelle Joseph. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos leçons d'anglais sur notre site internet www.voafrique.com, rubrique Vous et nous. Et place à présent à l'actu. L'Égypte a dévoilé lundi la découverte d'une cache renfermant 250 sarcophages et 150 statues de bronze dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire. La dernière d'une série de découvertes marquantes dans la région. Le site de Saqqara a un peu plus de 15 km au sud des célèbres pyramides du plateau de Gizeh et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et est connu pour la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djasser. Ce monument, construit vers 2700 avant Jésus-Christ par l'architecte Imhotep, est considéré comme l'un des plus anciens à la surface du globe. Toujours dans l'actualité, l'exposition des trésors royaux du Bénin, restituée par la France, a attiré à Cotonou près de 200 000 visiteurs en 40 jours. Un grand succès populaire, a déclaré le ministre béninois de la Culture, Jean-Michel Abimbola, qui a d'ores et déjà annoncé une réouverture prochaine. Un espace muséal de plus de 2000 m² avait été aménagé au sein du palais présidentiel dans la capitale économique, qui accueillait cette exposition intitulée « Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation ». En novembre 2021, après plus de 2 ans de négociations,
Paris avait restitué au Bénin 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey Sud, pillées en 1892 par les troupes coloniales françaises. Il s'agit de la première importante restitution d'objets de collection publique à un pays africain. Le moment est arrivé de se régaler. Anna Touré nous revient dans sa rubrique Arômes. Bonjour à tous et bienvenue dans Arômes. Ce mois-ci, on a la chance d'être accueillis par Keliba Café qui nous proposera une recette healthy, une recette d'une salade copieuse, sans trop de matière grasse, parfait pour ceux et celles qui veulent veiller sur leur ligne. Alors j'ai la chance d'être avec Chef Fatih qui va nous dire de quoi sera composée cette salade. Bonjour Chef. Bonjour. Alors aujourd'hui, quels ingrédients vous nous proposez pour cette salade? Aujourd'hui, je vous propose notre salade, le saloum, base salade. C'est une salade 100% équilibrée, des produits locaux. On aura besoin de salade, avocat, melon, tomates cerises, des poivrons, poêlés, niébé et des poulets émincés. Poulet émincé, niébé, autrement dit haricots. Et je vois que vous avez poêlé aussi les poivrons pour donner plus de goût déjà. Hein? Oui. D'accord. Alors je vais vous laisser dresser votre salade pour qu'on puisse s'inspirer de vous et la reproduire à la maison. Les avocats, melons, quelques melons, d'accord. émincés des poulets. Donc là, cette salade, elle est suffisante pour une personne ou alors on peut prévoir à partager entre deux personnes par exemple? Entre deux personnes. D'accord. Oui. Les tomates cerises déjà coupées au milieu, poivrons poêlés. D'accord. Niébé. Et les haricots, vous les avez déjà assaisonnés au préalable, hein? Oui, assaisonnés. Avec du citron. D'accord. Persil. La salade est faite. Voilà. Et je vois que ce qui va servir comment dirais-je, d'ingrédients supplémentaires à la place de la sauce, qu'est-ce que vous avez préparé? Je vois sur le côté. J'ai préparé la sauce mayo. D'accord. Qui est à base de oignons verts, oignons, tomates, moutarde, sel, poivre. D'accord. Oui. Donc je vous laisse dresser également l'assiette pour qu'on puisse... Ou alors on laisse sur le côté? Oui. D'accord. Et un peu de persil. Pour la décoration. Donc voilà pour la salade signature de Chef Fatih, qui vous le voyez sans trop de matière grasse. Les seules matières grasses qui ont été utilisées vont être du sel. Non, vous n'avez même pas utilisé d'huile. Hein. Donc il y a juste du sel, de la moutarde, persil et un peu de tomate pour donner plus de goût en fait à votre salade qui a déjà été assaisonnée au préalable sur les haricots notamment et les poivrons verts. Donc c'est parfait pour ceux qui suivent un petit régime ou qui veulent tout simplement manger équilibré, tout en enlevant les stéréotypes qui font croire que sans matière grasse, la salade ne va pas être goûteuse. Donc voilà, facile à reproduire à la maison. J'espère que vous a plu. Merci Chef Fatih. Merci. Et au mois prochain. Merci Anna Touré, à la prochaine. Hein. Prochainement, j'espère que tu vas nous inviter, Ginny et moi, pour venir manger là-bas. Et voilà, parlons d'un autre Ouedraogo, pas notre collègue que vous connaissez tous, le présentateur de Spantissimo. Il s'agit plutôt de l'artiste Rickson de l'ex à l'état civil, Eric Pegwende Ouedraogo, qui a été récompensé du prestigieux trophée pour son album Révolution lors de la 9e édition de Marley d'Or dans la nuit du samedi 7 ou dimanche 8 mai 2022 à Ouagadougou. Il a été notre invité pour nous en parler. Après 10 ans d'absence, l'artiste reggaeman est de retour sur la scène musicale avec ce 4e album chanté dans un style reggae et qui traite des thèmes d'actualité et des sujets liés à la politique. Suivons un petit extrait. Ouais, effectivement, j'ai été le meilleur artiste reggae. Marley d'Or, c'est une cérémonie de distinction qu'on donne aux meilleurs reggaeman. Dans mon pays, on appelle Marley d'Or. Marley d'Or, c'est une grande cérémonie qui, à travers le monde, on invite les artistes reggaeman. Il y a souvent des Jamaïcains qui viennent, il y a des Ivoiriens,
Cette année, il y avait une Française. Donc, c'est un festival qui est connu à travers le monde. Donc, j'ai été élu meilleur artiste reggaeman sur le plan national et sur le plan au côté Burkina Faso. Je tiens vraiment à remercier tous les organisateurs, le commissaire général de Mali, donc Madès, et je leur souhaite une longue vie aussi, que Dieu leur donne le moyen encore de continuer, parce que ça fait beaucoup la promotion de la musique au côté reggae de Burkina Faso. Donc j'ai eu un Mali d'or, et puis j'ai eu encore un autre Mali des meilleurs clips vidéo, le clip de Sankara. Oui. C'est un clip qui a été fait dans les meilleures conditions. C'est comme. Ouais, j'ai vu, hein, très bien. Ouais, tout de même comme l'album qui a été enregistré dans les très meilleures conditions, puisque l'album a été enregistré carrément live dans le studio de Tikendia. Ça a été mixé dans l'un des meilleurs arrangés en matière de reggae musique côté France, qui est Timo Cardenas, donc l'un des meilleurs ingénieurs du son. Donc l'album est enregistré dans les meilleures conditions, et quand tu écoutes l'album, tu vois vraiment la qualité de l'album. Yes. Ouais, la qualité, c'est vraiment... Je conseille vraiment à nos auditeurs ou téléspectateurs d'aller voir cette vidéo que j'ai beaucoup aussi aimé, en tout cas, j'ai beaucoup adoré. Qu'est-ce que vous pensez, Rickson, de l'évolution aujourd'hui de la musique reggae? Qu'est-ce que ça vous dit? Parce que je sens en vous que vous avez un peu ce style-là de vieux reggaeman, mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose que ce que vous êtes en train de faire ou vous avez fait, n'est-ce pas? Ouais, bon, le reggae, ça évolue, et le reggae reste toujours la même musique parce que c'est une musique qui parle à l'âme, par son message, par le fond musical. Et le reggae est basé sur les messages lancés parce que c'est une musique qui donne à méditer, qui conscientise, qui éduque. Non? Donc, je pense qu'avec la nouvelle génération, on essaie de moderniser encore le reggae d'une autre manière. Ça reste toujours, le fond reste toujours le même. Et il n'y a pas grand changement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal. Le reggae, ça évolue beaucoup. Même côté de mon pays, je sais, il y a trop de jeunes qui se donnent dans la musique reggae. Et en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qui représente parmi, je dirais, le deuxième pays après la Jamaïque en matière de reggae, parce que quand on veut tenir compte du nombre de reggaeman en Côte d'Ivoire, on peut classer la Côte d'Ivoire comme étant le deuxième pays après la Jamaïque. Donc, je pense que tout ça, là, c'est dans le cas de promouvoir la musique reggae. Donc, c'est une musique, moi, j'ai toujours dit, tant qu'il y aura les mauvaises gouvernances, tant qu'il y aura la corruption, tant qu'il y aura tous ces maux qui minent la société, la musique reggae vivra. Parce que c'est une musique qui a été faite pour combattre tout ce qui est injuste, tout ce qui est négatif, tout ce qui est corrompu, tout ce qui est mauvaise gouvernance. Ouais. Wow. Merci Rickson. En tout cas, c'était pas mal. Mais moi, dès que c'est reggae, je suis là. Tu sais déjà. et tu sais, il a reçu ce prix-là aussi à Ouagadougou. Ce prix qui n'est pas petit, comme on dit. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Et c'était bien de l'avoir en tout cas. Bravo à l'artiste. Bravo à lui. En tout cas, merci à nos téléspectateurs et internautes qui ont encore une fois ont été fidèles au rendez-vous de Vous et Nous. Un clin d'œil à toutes nos stations partenaires en Afrique. On va se dire comme d'habitude. Rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ciao. Écoutez la V1, V1 Africa. Suivez la V1, V1 Africa. Entendez le V1, V1 Africa. Je lance le V1. V1 African. So let's see the V1 African. Radio V1 African. Reporter the V1 African. Music the V1 African.